Je remercie également toute l'équipe du réseau EMA, Slimane Araf, Nordine Kasri, Myriam Araf, Karima Ganan. Votre présence ici ce soir, quels que soient vos secteurs d'activité, quelles que soient vos responsabilités, quelles que soient vos provenances, et je sais que nous avons des personnes qui viennent de très loin, Luxembourg, Dubaï, Allemagne, Paris, Nice et Maroc. Quel que soit l'endroit d'où vous venez, votre présence ce soir témoigne d'une volonté commune d'œuvrer ensemble au renforcement et au développement des liens économiques entre le Maroc et l'Europe. C'est tout le sens même de l'existence du réseau EMA. Et c'est sans doute aussi l'un des enjeux les plus importants des 20 prochaines années. Car il s'agit en réalité, plus globalement, de la place de l'Afrique vis-à-vis de ses partenaires, et ce, dans un contexte de mondialisation et de transformation multifactorielle, touchant tous les domaines, l'économie, la finance, la prise de conscience écologique, l'éducation, la culture et bien sûr la démographie. Le Maroc étant aux premières loges de toutes ces transformations qui s'opèrent dans le bassin méditerranéen, peut et doit jouer un rôle important dans ces processus de par sa proximité géographique, de par son histoire et de par les liens qu'il entretient avec toutes les parties. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'est le réseau EMA. Le réseau euro-marocain des affaires a pour but de promouvoir les échanges économiques et le co-développement entre l'Europe et le Maroc. Nous nous adressons essentiellement aux entrepreneurs, aux professions libérales, aux investisseurs désireux de contribuer de par leurs idées, de par leurs investissements ou simplement de par leur énergie à contribuer au développement économique entre l'Europe et le Maroc. Nous comptons aujourd'hui plus de 11 000 abonnés qui suivent régulièrement l'actualité sur nos réseaux sociaux. Les objectifs du réseau EMA sont d'accompagner, de conseiller et de suivre l'installation des entrepreneurs et investisseurs au Maroc, mais également des investisseurs marocains en Europe. Profitant du plan d'accélération industrielle 2014-2020 et de son rayonnement africain, le plaçant en hub incontournable, le Maroc crée de nouvelles perspectives, des perspectives économiques, apportant de multiples opportunités, et ce, dans tous les domaines porteurs. Dans ce contexte, le réseau EMA peut être un accélérateur de promotion des opportunités de co-développement avec le Maroc, mais aussi en ce qui concerne les relations multilatérales. Le réseau EMA œuvre à la construction de ponts économiques entre l'Europe et le Maroc. Il intervient par différents biais dans la mise en relation de partenaires professionnels référencés via la prospection préalable aux études de marché, par des rencontres en Europe et au Maroc entre les décideurs, les investisseurs et les hauts représentants des différents secteurs. Ces interventions prennent la forme de conférences, de salons, de forums débats organisés dans des villes européennes ou encore par le biais de voyages d'affaires au Maroc, ce qui permet de constituer un réseau relationnel puissant, efficace et de créer des synergies fortes, créatrices de richesse. Dans toutes les actions menées par le réseau EMA, il y a une forte composante liée à l'aspect humain, car nous sommes convaincus que le succès de ces initiatives passe d'abord par une communauté d'intérêts
et un partage équilibré des bénéfices. Experte en développement des potentiels humains et neurocoach professionnel, passionnée par l'aspect cognitif, la dimension et la place de l'humain dans les succès collectifs, c'est un honneur pour moi ce soir de représenter le réseau EMA, qui est un réseau où le développement passe en premier lieu par l'humain. Comme nous le savons, le Maroc est une destination touristique en essor constant. En 2017, plus 10% par rapport à l'année précédente. Le Maroc reste une destination privilégiée et de nombreux projets touchant au tourisme commencent à se faire jour au sein du réseau. S'agissant des investissements, la France maintient sa place de leader et de premier investisseur au Maroc, couvrant tous les domaines d'activité: aéronautique, assurance, agroalimentaire, bancaire, automobile, l'environnement, l'énergie, le tourisme, les télécommunications, les équipements électroniques, électriques, le textile, etc. Vous l'avez donc compris, le thème de notre rencontre 2018 de ce soir est Maroc, hub eurafricain. Alors, qu'est-ce qu'un hub? Étymologiquement, un hub désigne le centre d'une roue, d'un cylindre, et peut donc aussi se traduire par un moyeu. Ici, cela fait référence essentiellement à un point de connexion central. La présence parmi nous ce soir d'un membre du gouvernement du Royaume du Maroc témoigne d'une mission de première importance dont l'objectif est la mise en place d'un cercle vertueux où les investissements sont générateurs de richesses, d'emplois, garantissant un développement équitable et nécessaire à tous. Telle est désormais la priorité stratégique tracée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en politique étrangère, avec une mobilisation nationale d'envergure, et nous aurons le plaisir d'entendre M. Othman El Firdaus, secrétaire d'État, qui nous dressera sa vision sur ce plan global. Sans plus tarder, je passe la parole à M. le consul général du Royaume du Maroc, M. Khalid Afkir. Merci beaucoup, madame, monsieur le ministre. Je suis très ravi de vous recevoir aujourd'hui à Strasbourg. Madame la vice-présidente de la région Grand Est, monsieur le vice-président du département du Bas-Rhin, monsieur le président du MEDEF régional, monsieur le représentant du ministère chargé du Marocain résident à l'étranger des affaires de l'immigration, mesdames et messieurs les élus et opérateurs économiques, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis tout d'abord très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est la première occasion que j'assiste à un événement organisé par le réseau EMA. Et je tiens à cette occasion à saluer le dynamisme, évidemment, de son président, M. Mazouz, qui a eu l'amabilité, la gentillesse de m'inviter, et bien sûr de toute l'équipe du réseau. Ils font un travail extraordinaire pour emmener notre rencontre de ce soir. Je tiens à saluer aussi l'effort fourni par toutes les personnalités, toutes les personnes ici présentes et en dehors de ce cercle, qui œuvrent au quotidien à entretenir cette belle relation qui existe entre le Royaume du Maroc et la République française. La République française qui est bien évidemment notre premier partenaire économique, vous l'avez rappelé, madame. Et je tiens à saluer aussi le choix de la thématique d'aujourd'hui, qui est une thématique d'actualité très importante. Je crois que nous attendons tous, bien évidemment, l'intervention de M. le ministre, qui va essayer de définir le contour du sujet, mais aussi d'apporter son éclairage sur cette thématique. Mais avec mon intervention, je souhaitais tout juste apporter un regard macro sur la relation entre le Maroc et l'Afrique en général,
et puis surtout sur les opportunités qui s'offrent aux opérateurs économiques des deux pays et des opérateurs alsaciens en particulier. Alors, l'Afrique, pour le Maroc, c'est une histoire, c'est une géographie, mais également une identité, puisque la nouvelle constitution du royaume entrée en vigueur en 2011 insiste sur l'apport et l'influence de la dimension africaine pour façonner l'identité d'un Maroc uni dans sa diversité. L'Afrique pour le Maroc, c'est aussi un engagement. Sa Majesté le roi Mohamed VI, le rappelez, a placé notre continent au cœur de l'action diplomatique du royaume, en affirmant l'importance de la coopération sud-sud à la fois comme outil et finalité dans notre quête d'un développement harmonieux et durable de l'Afrique. Depuis 2002, Sa Majesté le Roi a effectué plus de 51 visites dans plus de 26 pays africains répartis sur l'ensemble du continent et couvrant l'ensemble des sous-régions. Cette proximité historique avec l'Afrique, à laquelle l'impulsion royale évidemment a donné un nouveau souffle, grâce à une vision afro-optimiste, a permis au Maroc une connaissance réelle et précise du territoire africain. Cette proximité s'exprime à plusieurs niveaux. Elle se manifeste surtout sur les plans humains, culturels et diplomatiques. Il faut d'abord signaler cette proximité s'exprime à plusieurs niveaux. Elle se manifeste surtout sur le plan humain, culturel et diplomatique. Il faut d'abord signaler que le nombre des Marocains résidant en Afrique a été multiplié par 3 en l'espace de 12 ans, passant de 4 500 en 2005 à pratiquement 16 000 actuellement. Par ailleurs, 25 000 étudiants africains sont des lauréats des universités marocaines. En 2017, le nombre d'étudiants africains inscrits dans les établissements marocains d'enseignement supérieur a atteint 8 600. En outre, Rabat abrite 32 ambassades africaines et couvre le continent à travers 29 ambassades, dont 5 ont été créées en 2016. Je cite le Rwanda, le Mozambique, la Tanzanie, le Bénin et l'Ouganda, sans oublier que le Maroc a réintégré en janvier 2017 son siège à l'Union africaine. La densité de cette relation fait que depuis 1999, le Maroc a signé avec 80% des pays africains pratiquement 1000 accords couvrant différents champs de coopération. Ce cap a permis au Maroc d'être le premier investisseur en Afrique de l'Ouest et le deuxième sur l'ensemble du continent. Entre 2008 et 2018, les entreprises marocaines présentes partout en Afrique subsaharienne, actuellement en nombre de 1000, ont investi 2,5 milliards de dollars. Cette dynamique a été renforcée ces 2 dernières années par le lancement de chantiers structurants de grande envergure. Je citerai à ce propos le projet de gazoduc atlantique dont l'accord de mise en œuvre a été signé le 15 mai 2017 à Rabat, qui reliera le Nigeria au Maroc en traversant 11 pays ouest-africains. Le projet de construction d'usines d'engrais au Nigeria et en Éthiopie, afin de servir de relais de croissance verte dans leurs sous-régions respectives et contribuer à la sécurité alimentaire en Afrique. Le projet de réaménagement de la baie de Cocody en Côte d'Ivoire et du canal de Pangala de Madagascar, ainsi que le projet de construction de villes nouvelles au Sud-Soudan et en Guinée, et le réaménagement de l'ancien aéroport de Dakar en cité d'affaires. Alors comment les partenaires franco-marocains en général et maroco-alsaciens en particulier peuvent tirer profit de cette réalité? Comme vous le savez, l'économie africaine a multiplié son volume par 4 depuis le début des années 2000. D'aucuns pensent qu'elle sera, pour les années à venir, la principale locomotive de l'économie mondiale. Loin de l'image d'un continent en proie uniquement à l'instabilité, aux menaces sécuritaires, à la précarité et aux crises écologiques, l'Afrique est une opportunité pour la croissance universelle et nous devons la saisir. Eu égard à la singularité de la relation qui existe entre nos deux pays, je crois qu'il y a matière à co-construire. Les banques marocaines sont actuellement disponibles dans 26 pays africains. Le Maroc est relié à plusieurs capitales africaines en raison de 32 vols par jour.
et à des ports africains par le biais de 34 lignes maritimes quotidiennes en partance du port Tanger. Les entreprises françaises en général et celles de l'Alsace en particulier peuvent donc profiter de cette présence et de l'expérience cumulée par leurs homologues marocains afin de s'installer dans une logique mutuellement bénéfique, y compris pour les opérateurs privés africains. Avant de finir, je dois juste rappeler que nos deux pays ont tenu à Rabat le 15 et 16 novembre 2017 la 13e rencontre de haut niveau qui est présidée par les deux chefs de gouvernement des deux pays. À cette occasion, un certain nombre d'axes prioritaires et stratégiques ont été définis et l'Afrique figure bien évidemment parmi ces orientations. Ça veut dire que les décideurs politiques, mais aussi économiques, puisqu'en marge de cette réunion de haut niveau, il y a un forum économique qui est organisé. Les opérateurs politiques et aussi économiques attendent bien évidemment de nous que l'on puisse explorer la possibilité d'investir ce territoire au moment où des puissances commerciales mondiales, bien évidemment, essaient de s'accaparer ces marchés. Alors sans plus tarder, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle soirée. Merci, Monsieur Afkir. J'appelle maintenant, je vous demande d'applaudir Monsieur le Président du MEDEF Alsace, Monsieur Olivier Klotz. Bonsoir et merci Monsieur le Président Mimoun Mazour de m'avoir invité ce soir parmi vous. Je suis très honoré. Je m'associe à toutes les salutations et en particulier je salue la présence du secrétaire d'État parmi nous. Merci. Alors on m'a demandé de rapidement présenter le MEDEF. Je vais aussi en profiter pour me présenter. J'ai 56 ans, je travaille et j'habite à Brumath où je dirige une entreprise qui fait 80% de son activité à l'exportation. Ce sont des équipements pour les industries de la boisson. Et je dois dire que le Maroc est un excellent souvenir. J'y ai été plus de 30 fois. J'ai vendu énormément d'équipements et ça a été vraiment un seuil dans le développement de notre société qui nous a permis un grand développement. J'ai rencontré des gens formidables, des gens qui nous ont fait confiance et je m'en rappellerai. Et dans ce sens-là, par rapport à notre développement ultérieur dans le reste de l'Afrique, puis au Moyen-Orient, puis en Inde, le Maroc a été un hub. En tout cas, pendant de nombreuses années, c'était notre pays de prédilection. Et nous sommes toujours très implantés. Donc c'est un très bon souvenir pour juste m'associer à ce que vous faites, c'est-à-dire ce réseau entre l'Europe et le Maroc. La deuxième chose, donc, qu'est-ce que le MEDEF? Le MEDEF, c'est une des représentations patronales en France, c'est une représentation institutionnelle, de la même manière que les chambres consulaires, je pense en particulier à la Chambre de commerce et d'industrie, représentent le patronat, les employeurs dans un certain nombre de domaines. C'est vrai que, de manière générale, c'est plutôt la Chambre de commerce et d'industrie qui est chargée de développer les relations économiques à l'international. Et nous avons une Chambre de commerce particulièrement efficace, aujourd'hui Grand Est, hier Alsace, très puissante. Le MEDEF au niveau national a aussi souhaité développer, parce que d'autres chambres de commerce et d'industrie étaient moins puissantes dans le commerce international. Le MEDEF au niveau national a développé une activité qui s'appelle MEDEF International et qui reçoit des personnalités et qui essaye de créer du lien, en particulier en Afrique et en particulier au Maroc. Alors, quelle est la différence entre la Chambre de commerce et d'industrie et le MEDEF? Personnellement, je suis également élu à la Chambre de commerce et d'industrie, j'étais trésorier il y a 2 ans, pardon. C'est que la Chambre de commerce et d'industrie, Jean-Luc Amurger, son président alsacien, a souvent tendance à dire, est dans l'offensive, dans la promotion, dans le développement, tandis que nous sommes dans la défensive. C'est un peu injuste, parce que nous aimerions plus contribuer à notre rôle principal, qui est celui des relations avec les employés, c'est-à-dire que le MEDEF doit être, par la Constitution, par le droit du travail, consulté sur toute question du droit du travail. Donc nous sommes l'interlocuteur du gouvernement, de l'État sur ces questions, au même titre que les syndicats de salariés. Voilà. Deuxième chose, c'est que nous sommes un lobby pro-entreprise. Alors pourquoi je dis sur la défensive? Parce qu'on a eu des gouvernements qui parfois étaient assez peu pro-entreprise, mais ce n'est pas le sujet du jour. Nous avons la chance d'avoir un gouvernement aujourd'hui qui est beaucoup plus favorable au développement de l'économie par l'entreprise. Voilà, donc
Je vous ai parlé brièvement, simplement le MEDEF Alsace appartient au MEDEF Grand Est, appartient au MEDEF National. Je vous ai dit, je suis là, vous êtes là aussi, je suis à votre disposition. Si je peux vous aider, Mme Mazur a mes coordonnées, que ce soit au niveau du MEDEF ou à la Chambre de commerce, ce sera avec le plus grand plaisir. Merci. Merci, Monsieur Claus. Je demande maintenant à Madame Mérabé de la région Grand Est de venir faire son intervention. Bonsoir à toutes et à tous. Avec un peu d'humour, je dirais qu'il y a une deuxième femme qui prendra la parole ce soir. Mais dans l'Assemblée, vous me connaissez presque tous pour la plupart et vous connaissez mon sens de l'ironie. Peut-être un mot pour vous dire, cher Mimoun, d'abord merci de cette invitation, de te présenter mes excuses avant de saluer votre ministre, les excuses de Jean Rotner qui est à Marseille, comme tu le sais, parce qu'il y a le congrès des régions de France. Je sais que tu as beaucoup œuvré pour qu'il puisse venir. Il était très heureux de ta sollicitation. Il me demande très personnellement de s'excuser auprès de toi. Donc je me permets en introduction de dire cela. Chers amis, les salutations ayant été faites effectivement, je me permets, Monsieur le Ministre, Monsieur le Consul, de vous adresser quelques mots au nom de la région Grand Est. Nous parlions tout à l'heure en aparté de dire nous sommes partis il n'y a pas très longtemps, donc il faut qu'on rattrape. La région Grand Est est un territoire magnifique. Il est composé d'identités, un peu comme dans les pays du Maghreb, très fortes. Qu'on soit à l'oriental ou qu'on soit à Casa, on ne se ressent pas tout à fait et on se revendique de sa région. Et on a bien raison. Et la région Grand Est est une région jeune, elle a 3 ans. Elle ne part pas de rien, vous non plus. C'est une région qui a décidé, pour ce qui peut nous intéresser ce soir, de travailler sur ses coopérations, et notamment sur ses coopérations décentralisées. Pour ma part, j'ai particulièrement en charge les questions de développement économique, d'innovation et de digital pour la région Grand Est. Et nous avons décidé à la fois d'œuvrer sur ces coopérations décentralisées, et mes collègues sont partis dans la région de l'Oriental. Il a fallu qu'on se batte pour qu'ils reviennent. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'y étais pas. En tout cas, on peut saluer la qualité de l'accueil et de la culture marocaine qui font un attachement un peu particulier et un peu singulier dans la durabilité de nos relations. Ces coopérations vont déterminer 13 pays, 13 destinations, et il me semble tout à fait évident, et j'en ai eu l'information la semaine dernière, qu'une destination marocaine est tout à fait prioritaire pour nous, du fait de, j'allais dire, l'antériorité de nos relations, de la qualité de cette relation, de la stabilité politique qui, en réalité, est un enjeu important. La géopolitique fait également l'économie, et on sait à travers le monde à quel point c'est un critère important. Et puis par ailleurs, nous sommes en train de déployer les zones également d'échanges prioritaires à développer. Je dirais juste un mot là-dessus pour ne pas être trop long. On a tendance beaucoup, dans le monde économique, moi j'ai une double culture, mes parents viennent d'un pays voisin du nôtre, et c'est très intéressant parce qu'il y a aujourd'hui une mutation dans les pays du Maghreb qui est très importante. On a longtemps imaginé que la relation entre l'entrepreneuriat européen et français ou mondial avec les pays du Maghreb et d'Afrique était une relation d'export. Et ça, c'est en train de changer fondamentalement, puisqu'aujourd'hui, l'exigence a un peu changé. On a toujours besoin d'exporter, d'aller dans les salons. Mais il y a une culture d'attractivité des investisseurs qui se fait. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir, parce que nous, on est très heureux que nos entreprises aillent faire du business. Monsieur le Président du MEDEF en parlait tout à l'heure, cher Olivier. On a besoin d'aller commercer, d'aller exporter nos savoir-faire, notre excellence. Mais on a aussi besoin, si la France veut continuer, et l'Alsace veut continuer à être des chefs de file du développement économique, on a besoin de changer notre relation également à ces pays, fondamentalement. Alors moi, j'ai un sens de la provocation un peu naturel, je ne vais pas l'exprimer ce soir, mais je pense que notre histoire ne doit pas rester une histoire post-coloniale. Et il nous faut aujourd'hui considérer ces formes de partenariat un peu différemment. Considérer qu'il y a du savoir-faire et qu'il y a des capacités d'investissement, parce qu'il y a aussi des personnes de qualité qui sont formées et qui, en plus, en termes de business, sont très bénéfiques, parce que c'est l'ouverture, et vous le disiez très bien, Monsieur le Consul, c'est l'ouverture sur l'Afrique. Et aujourd'hui, à travers le monde, il n'y a pas de territoire qui développe mieux que l'Afrique la croissance. Et les leviers de croissance, pendant que tout le monde se bat sur la Chine, où on n'a aucun fer dans le business, vous allez de toute façon vous faire plumer à la fin, même s'il y a beaucoup de monde, pardon d'être grossière,
vous avez des partenaires de qualité francophones en Afrique qui sont remarquables. Et peut-être, si je puis me permettre, Monsieur le Ministre, que c'est bien ce message-là que moi, je m'autorise à passer avec les entreprises alsaciennes et du Grand Est, qui est de dire, réfléchissons peut-être désormais, non pas à exporter, mais à nous implanter dans ces pays qui sont la porte à de nouveaux marchés que nous n'avons pas pour l'instant. C'est un point qui me paraît tout à fait fondamental pour continuer à bien travailler. Je termine peut-être, Monsieur le Ministre, pour vous dire, mais vous le savez bien évidemment, à quel point nous sommes amis avec cette très belle communauté marocaine, d'une part. Monsieur le Consul, vous en êtes un animateur de premier rang, mais également de ce réseau associatif. Mimoun est un président entouré d'un certain nombre de bénévoles de talent qui veillent au quotidien à porter une parole qui est une parole un peu différente, qui n'est finalement pas une parole de pure promotion, mais qui est une parole très pragmatique en termes de business. Donc je voulais saluer cela, vous redire toute la confiance que cette communauté nous inspire aussi, et vous avez de magnifiques porte-paroles qui sont présents. Je ne doute pas qu'on ait à se revoir, puisque dans la coopération décentralisée, on abordera également les questions économiques, mais également dans les questions d'implantation. Et j'étais très intéressée par les sujets autour des questions de bio-ressources, d'agro-ressources et de matériaux biosourcés. Il y a sans doute un certain nombre de choses à faire, et je ne doute pas que le Maroc, de par ses qualités, sa stabilité, son savoir-faire, continue à être un partenaire de première ligne pour l'Alsace et pour la France. Donc j'invite les entrepreneurs, entrepreneuses qui sont là ce soir à imaginer cette piste avec de plus en plus d'audace et de sérénité. Je vous remercie. Merci Madame Bérabé. Je demande maintenant à Monsieur Jean-Philippe Maurer, vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin, de bien vouloir venir. Monsieur le ministre, Monsieur le consul général, Chaïda Mirabet, Madame la vice-présidente, cher Mimoun, Monsieur le Président, c'est un grand plaisir de te revoir, Monsieur Klotz, président du MEDEF, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir pour cette soirée tout à fait éminente. Et en vous écoutant les uns et les autres, ça me rappelle finalement deux temps qui existent dans la façon à la fois de découvrir et de développer. Il y a le temps de Marco Polo, de découvreur. Et ensuite, il y a le temps de personnes qui n'auront pas leur nom sur le fronton des bâtiments, qui n'auront pas leur nom dans les livres d'histoire, qui n'auront pas leur nom dans l'histoire qu'on enseigne, mais qui sont essentiels. Ce sont les développeurs. Les développeurs dont vous êtes, qui ont toutes les audaces, qui ont toutes les compétences, qui ont toutes les envies, et qui savent également qu'ils ne sont pas seuls. Ne pas être seul, c'est la force du réseau. C'est la force du réseau que vous constituez. C'est également la confiance que l'on peut se donner. C'est également la complémentarité. Puisque dans nos missions respectives, les uns les autres, que vous soyez entrepreneurs, que nous soyons élus, représentants d'institutions, de collectivités, nous le savons, chacun seul ne pourra pas mener à bien sa tâche. Eh bien, c'est cette capacité de se serrer les coudes, non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments plus faciles, puisque c'est ceux-là également qui font avancer, eh bien que votre réseau trouve toute sa force, toute son énergie et toute sa capacité à innerver au plus proche du terrain. Puisque la vie économique, souvent on explique que c'est dans les métropoles que cela se passe et que l'avenir appartient aux grandes villes. Faudrait-il tourner le dos à tous les territoires qui sont autour des grandes villes et des grandes métropoles, des grandes conurbations? Je ne le crois pas. C'est à la fois une question d'équilibre territorial, c'est également une question d'harmonie du développement, et c'est également la capacité de s'adresser aux personnes là où elles vivent, là où elles ont grandi, et là où elles ont envie de continuer de vivre et de grandir.
Eh bien, je crois que toutes ces intelligences additionnées sont là pour porter du fruit. Eh bien, les fruits, bien sûr, ce sont ceux du réseau que vous constituez, mais également les fruits des années encore qui viendront. Parce qu'on sait aussi que l'histoire n'est pas linéaire. On voudrait bien l'écrire de façon très posée. Eh bien, l'histoire est faite de temps d'accélération, d'innovation, de découverte. Eh bien, des produits qui dans 10 ans seront consommés, des moyens qui seront utilisés, n'existent pas encore aujourd'hui. Et on ne sait même pas encore si des gens travaillent à leur invention et à leur diffusion. Mais je crois que le monde d'aujourd'hui a éminemment changé. Je crois qu'il y a 5 milliards de personnes connectées aux réseaux sociaux. C'était inimaginable il y a encore 20 ans. Eh bien, ce monde, à la fois, se diffuse, doit respecter la spécificité également de chacun et de chacune, mais en tout cas montre que la capacité de communiquer est de plus en plus importante. Ce qui est important aussi, c'est de communiquer utilement. Utilement pour nos compatriotes, pour nos contemporains et tous ceux qui attendent quelque chose de la société. Les attentes sont énormes en matière d'éducation, en matière de développement, en matière de progrès social, en matière également de confiance dans le présent et dans l'avenir. Eh bien, chaque pas qui est fait est un pas important, et cette soirée est importante, et je tiens à le dire. Et comme, Monsieur le ministre, vous êtes l'avant-garde de ce continent, j'aime toujours à citer un proverbe africain qui dit que tout seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Eh bien, grâce à vous, nous irons plus loin. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Je demande maintenant à Monsieur Mortal El Hamdouni, représentant le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger, de bien vouloir venir. Monsieur le ministre, Monsieur le consul général, Madame la vice-présidente de la région Est, Monsieur le représentant, le président de MEDEF, Monsieur le représentant de la ville de Strasbourg, Mesdames et Messieurs, Monsieur le président du réseau. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations de Monsieur le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, vu de son agenda, et de vous exprimer tout le plaisir de prendre part au nom du ministère à ce dîner d'affaires, organisé par le réseau euro-marocain des affaires et le soutien du conseiller général du Royaume du Maroc à Strasbourg, sous le thème Le Maroc euro-africain. Permettez-moi de saluer et de remercier les organisateurs pour une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'encouragement et de l'accompagnement de l'investissement et l'entrepreneuriat de la communauté marocaine installée en France. Cette manifestation constitue une occasion pour échanger sur la question des plateformes autour du Maroc comme plateforme d'échange entre l'Europe et l'Afrique dans divers secteurs d'activité, d'une part, et d'autre part, informer sur le programme ou les programmes du ministère en matière de mobilisation de compétences et des investisseurs et de l'accompagnement de l'investissement des Marocains du monde et l'accompagnement des associations des Marocains résidant à l'étranger en matière de développement solidaire. La thématique de ce dîner d'affaires, dont la pertinence et l'importance sont évidentes, rappelle une préoccupation majeure du ministère, délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de l'immigration que je représente aujourd'hui. La question, c'est comment faire en sorte que nos Marocains de l'étranger contribuent au développement de leur pays d'origine tout en œuvrant au renforcement des liens, au renforcement des liens du Maroc avec le pays où ils résident. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, au cours des dernières années,
nous avons assisté au Maroc à un accroissement important du nombre d'entreprises créées par sous l'impulsion d'entrepreneurs, d'investisseurs ou des talents marocains résidant à l'étranger qui appartient à une communauté de plus de 5 millions de personnes vivant dans plus de 120 pays. Ils sont des véritables catalyseurs de la dynamique de développement au niveau local. Ils constituent ainsi un vivier de compétences hautement qualifiées qui agissent à titre individuel ou dans le cadre d'associations. Ce potentiel est constamment sollicité pour participer d'une manière efficace et efficiente au processus du développement et de la modernité dans lequel le Maroc s'est résolument engagé sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de l'immigration s'est fixé comme priorité d'encourager cette dynamique entrepreneuriale à travers notamment la mise en place des cellules d'information, d'orientation et d'outils dédiés consultables online, ainsi que des programmes d'aide à la création de l'entreprise. Mesdames et messieurs, dans le cadre de renforcement des capacités en matière d'orientation et d'accompagnement des Marocains résidant à l'étranger qui souhaitent créer un TPE ou une PME au Maroc, depuis la jeunesse de l'idée dans le pays d'accueil jusqu'à la concrétisation du projet au Maroc, un système d'information pour le suivi des investissements de ces Marocains et d'une base documentaire dédiée en cours de mise en œuvre. Pour inciter les Marocains résidant à l'étranger à investir au Maroc et renforcer et pérenniser leurs liens économiques avec leur pays d'origine, un dispositif d'appui financier, le MDM Invest, a été reconduit dernièrement. Ce mécanisme d'accompagnement et des investissements des éléments s'articule autour d'un apport en fonds propres, d'une subvention de l'État qui peut aller jusqu'à 10%, le montant global de l'investissement, et également d'un crédit bancaire au nom qui peut atteindre 65%. Les secteurs d'activité éligibles à ce mécanisme sont l'industrie, les services liés à l'industrie, l'éducation, les toileries et la santé. Afin également de renforcer l'offre de financement, ciblant les start-up et les entreprises innovantes, le gouvernement marocain a retenu dans le cadre de la stratégie de la Caisse nationale, de la Caisse centrale de la garantie, et avec l'appui de la Banque mondiale, la mise en place d'un fonds intitulé Fonds Innov Invest. Ce fonds offre de réelles opportunités en termes d'appui et de financement dédiés aux startups et aux porteurs de projets innovants. 300 projets innovants sur les 5 prochaines années. Le ministère a développé également des partenariats stratégiques dans le cadre de la coopération bilatérale avec la France pour la mise en place d'un projet Maghreb Entrepreneur avec l'Agence française de développement pour appuyer la création d'entreprises par des Marocains résidant en France notamment. Ce projet a assuré un accompagnement de plus de 100 projets portés par les Marocains résidant en France. De même, un projet de coopération avec la Belgique est en cours de réalisation sur l'accompagnement des porteurs de projets belgo-marocains pour réaliser des projets d'investissement productif qui contribuent prioritairement au développement de l'économie marocaine. Mesdames et messieurs, il est opportun de rappeler également que le lancement de la 13e région, MOM, en collaboration avec le CGM, en juillet 2017, a permis de créer une plateforme d'échange professionnel entre les Marocains entrepreneurs du monde et ceux du Maroc, afin d'inciter les investisseurs marocains vivant à l'étranger à s'implanter sur le marché marocain. De même, cette plateforme vise à faciliter le développement des exportateurs marocains sur les marchés étrangers par les billets des Marocains entrepreneurs du monde. Ainsi, dans ce cadre de la mise en œuvre de cette région, le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger a organisé en partenariat avec des réseaux de compétences
compétences marocaines donc, vivant dans ces pays ont envie de concrétiser de projets d'investissement portés par les Marocains résidant dans ces pays. Et prochainement, la semaine prochaine, un autre atelier, un autre forum visant les compétences vivant au Canada sera organisé. Enfin, je souhaite un succès donc à ce dîner d'affaires et vous renouveler encore une fois mes remerciements pour votre invitation et pour votre aimable attention. Merci, monsieur. Je demande maintenant à monsieur le secrétaire d'État, monsieur Othman El Firdaous, de venir nous donner sa vision globale du thème de ce soir. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être là parce que j'ai une admiration sans borne pour les entrepreneurs. Et là, ce soir, j'en ai rencontré quelques-uns. Ils ont l'esprit du tigre dans l'œil. C'est des gens qui se sont faits eux-mêmes et ne demandent rien. Donc, je suis vraiment très content. Je veux dire aussi que je sais que vous avez rendez-vous avec un œuf parfait et un filet de dorade. Donc, je vais essayer de faire court. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que, puisque vous êtes des preneurs de risques, je vais poser une question, un quiz à la salle. Qui d'entre vous pense que le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail au Maroc, qui d'entre vous pense que ce nombre augmente? Et qui pense que ce chiffre baisse? Le nombre de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail au Maroc. Levez les mains ceux qui pensent que ça augmente. On est à 80% qui pensent que ça augmente. Alors la bonne réponse, c'est que ce nombre a cessé d'augmenter depuis 2013. Ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de créer moins d'emplois. Ce que ça signifie en réalité, c'est qu'il y a un changement démographique qui est en train d'avoir lieu dans la force de travail marocaine, et qu'en fait, des jeunes mieux formés vont remplacer des vieux moins bien formés. Et c'est ça qui, mécaniquement, va créer une augmentation du capital humain dans les 30 années à venir au Maroc. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que, essentiellement, j'ai dit des jeunes, mais en fait, c'est des femmes. C'est des femmes qui vont rentrer sur le marché du travail. Alors, ça c'est la situation au Maroc, et on pourrait dire la même chose sur la Tunisie, l'Égypte, etc. Maintenant, en miroir, la situation démographique en Europe. Vous avez une Europe dont la démographie est en train et ça a un impact très concret, c'est-à-dire que le corps électoral, plus il vieillit, donc les électeurs seniors, ils sont plus disciplinés, ils votent davantage. Quand ils votent pour des acteurs qui leur promettent de sacraliser le niveau de leur pension de retraite. Et donc vous avez remarqué que ça fait 15 ans qu'en Europe, dans tous les pays d'Europe, il y a des réformes qu'on appelle paramétriques des systèmes de retraite, où on touche à tous les paramètres, sauf le niveau de la pension de retraite. Bon, la durée de cotisation, l'âge de retraite, les taux, tout ce que vous voulez, sauf le sacro-saint niveau de pension de retraite. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a cet effet ciseau démographique entre l'Europe et l'Afrique du Nord, et qu'à un moment donné, il va y avoir une crise de financement de ces systèmes de retraite en Europe. Et c'est une crise de financement qui est mondiale en vérité, c'est pas seulement en Europe, c'est au Japon, aux États-Unis, etc. Mais en Europe, c'est particulièrement, on le vit avec beaucoup d'acuité. Alors, pour sortir de cette équation, il y a deux variables. La première variable, c'est le recours à la migration. C'est d'apporter une force de travail jeune, la laisser rentrer en Europe et faire le travail. C'est ce qui a été fait en Allemagne, par exemple. 1,5 million, voire 2 millions de migrants qui sont arrivés. Bon. La deuxième variable d'ajustement, c'est la robotisation. Et vous voyez, vous êtes bien placé ici à Strasbourg, vous avez vu que Parlement européen, on discute de faire payer des cotisations sociales aux robots. C'est là que ça vient. Et là encore, l'Allemagne, qui est leader sur l'industrie 4.0, c'est-à-dire comment mettre des robots un peu partout pour travailler, etc. Les Japonais également. Alors, la thèse de travail que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est qu'il y a une troisième variable d'ajustement, dont on ne parle pas assez, et qui pourtant est l'éléphant dans la pièce. La troisième variable d'ajustement, c'est l'intégration économique avec des pays à démographie dynamique. Ce qui tombe sous le sens.
cette intégration économique, normalement, devrait avoir lieu entre les 500 millions d'Européens et 200 millions de Nord-Africains, normalement. Il y a les Ukrainiens aussi qui sont jeunes. Il y a les Biélorusses. Alors, pour que cette intégration ait lieu, il faut qu'il y ait un organisme, une institution qui organise un accord, une ère d'économie partagée qui puisse organiser ces échanges. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'Amérique du Nord, les pays de l'ALENA, donc de l'accord de libre-échange nord-américain, vous regardez la part des investissements directs étrangers canadiens et américains qui vont au Mexique, on est à 16%. Vous allez voir en Asie les pays de l'ASEAN, donc l'Asie du Sud-Est, plus 3, donc ASEAN plus Japon, Corée, Chine. Japon, Corée, Chine investissent 20% de leurs IDE qui vont dans les pays de l'ASEAN. Et quand vous essayez de retrouver ce ratio entre l'Europe et la rive sud de la Méditerranée, donc la zone Euromed, vous vous rendez compte qu'on est à 5%. Donc on a au moins 11% de marge de progression d'IDE supplémentaires que l'Europe pourrait rediriger, que le secteur privé européen pourrait diriger vers les pays de la rive sud de la Méditerranée. Vous calculez 11%, et encore je suis conservateur, 11% ça fait à peu près 60 milliards d'euros par an. Il y a 60 milliards d'euros par an d'investissements directs étrangers fantômes qui devraient aller pour les pays de la rive sud méditerranéenne et qui n'y vont pas. Alors on ne sait pas pourquoi. On va chercher à comprendre pour régler le problème. 60 milliards d'euros, c'est pas mal, hein, à diviser entre tous les pays, entre le Maghreb, entre le Maroc et la Turquie, ça fait un paquet. La thèse de travail, c'est que les économies européennes n'auront pas le choix. Et c'est d'ailleurs ce qui explique les stratégies de développement de tous les pays de la zone périphérique, et c'est ce qui explique le succès du Maroc, la Tunisie, l'Égypte et d'autres pays dans le fait de se dire hub. Alors ce mot hub, il est terrible parce qu'il commence à être galvaudé, tout le monde veut être le hub. Vous allez en Égypte, tout le monde vous dit oui, nous l'Égypte ça va être le hub, vous allez en Tunisie, pareil, c'est le hub. Alors, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les investisseurs viennent au Maroc? Pourquoi est-ce qu'il y a ce succès du Maroc sur l'investissement direct étranger? Alors, on pourrait se dire, c'est à cause des bas salaires. Quand on regarde les chiffres, le salaire minimum au Maroc est plus élevé que le SMIC en Bulgarie, par exemple. Donc, c'est peut-être pas la bonne explication. D'ailleurs, quand vous regardez, vous comparez le Maroc, la Bulgarie, la Roumanie et la Tunisie, tous ces pays sont entre 3 et 6% du PIB en investissement direct étranger. Ça veut dire qu'on est à peu près là. Sauf que la différence, c'est qu'en Tunisie, le SMIC est 2 fois moins élevé qu'au Maroc, et qu'en Égypte, il est 4 fois moins élevé qu'au Maroc. Donc qu'est-ce qui explique que les investissements sont encore aussi importants au Maroc? La deuxième explication, c'est la stabilité. La stabilité politique. Il y a deux façons de le voir. Soit vous dites le Maroc est bon parce qu'il est stable, il a su adopter des réformes qui font qu'il est résilient. Donc ça ne veut pas dire qu'il est stable, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais tomber par terre. Ça veut dire qu'on tombe et on se relève. Donc on a cette technologie de tomber et se relever au Maroc. Il y a la façon pessimiste de le voir, de dire non, non, ce sont tous nos concurrents qui sont par terre, donc évidemment, nous, ça va mieux. Bon, je vous laisse choisir. Moi, la réponse que je voudrais mettre en avant, je pense que c'est la troisième, c'est les investisseurs viennent au Maroc, pas à cause de la stabilité ou des bas salaires, ils viennent d'abord à cause de la qualité du partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'en arrivant au Maroc, un investisseur, il est assuré d'avoir un partenariat multidimensionnel. Je vous donne un exemple. Dans le secteur automobile, ce qui a été fait, c'est pas seulement de dire on va délocaliser une usine et leur donner des subventions, c'est pas simplement de donner un pourcentage. C'est on donne un pourcentage, mais en échange, le constructeur s'engage à un taux d'intégration. Donc, par exemple, pour Renault, c'est 65%. 65% de la valeur de la voiture produite à Tanger doit être sourcée auprès d'entreprises situées au Maroc. Et en échange de ça, on lui signe un contrat de performance avec tous les secteurs, les fédérations professionnelles de l'automobile, par exemple, au Maroc, en disant, voilà, vous, les PME, vous, les entreprises marocaines dans le secteur automobile, vous vous engagez sur tels objectifs de formation et tels objectifs de création d'emplois. Et donc,
quand vous avez ces cycles, ce partenariat win-win qui est signé entre l'État, le constructeur, l'assembleur, la tête d'écosystème, les fournisseurs de l'écosystème et puis les fédérations de PME au Maroc, vous avez un partenariat qui est gagnant-gagnant. Donc vous avez une écoute. L'État a un siège à la table, il participe à l'animation de l'écosystème. C'est ce qui fait la différence entre un écosystème et un cluster. Un écosystème, c'est quand l'État participe à l'animation. Et j'allais dire l'animation commerciale, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver du business aux différents fournisseurs. Il y a une façon totalement différente de faire du business. Donc les opérateurs ne viendront pas au Maroc parce que vous allez leur rembourser 20% de leur investissement. Ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a une animation et qu'il y a un écosystème qui est win-win. Alors, je voudrais terminer mon propos parce qu'il va falloir dîner, en posant juste deux questions. La première question, c'est où est le Maroc? Où est le Maroc? Parce que, en fonction des... Je le vois très bien quand je vois les investisseurs au Maroc qui viennent, on regarde d'abord où est-ce qu'ils ont mis le Maroc, dans quelle case. Il y a ceux qui mettent le Maroc dans la case MENA, il y a ceux qui mettent le Maroc dans la case Afrique, il y a ceux qui mettent le Maroc dans la case EMEA, Europe, Middle East, Africa. Il y a toutes sortes de possibilités. Alors si vous demandez aux gens du Golfe, par exemple, ils vont dire, vous leur dites, est-ce que les Marocains sont des musulmans, des vrais musulmans? Les musulmans, ils sont très loin dans l'Occident du monde musulman, c'est pas les vrais musulmans. Si vous demandez aux Africains, est-ce que les Marocs sont des Africains? Vous savez, le Maroc c'est tout au nord d'Afrique, c'est pas vraiment des Africains. Si vous demandez aux Européens, est-ce que le Maroc est un pays méditerranéen ou européen? On va vous dire non, surtout pas. La limite, la frontière sud de l'Union européenne, de l'Europe, c'est le détroit de Gibraltar, c'est la Méditerranée. Sauf que je crois, et ça c'est une bonne question à poser ici à Strasbourg, est-ce que quelqu'un a déjà dit aux Scandinaves que la frontière nord de l'Europe c'était la mer Baltique? Je ne crois pas. Est-ce que quelqu'un a déjà dit au Royaume-Uni, aux Britanniques, vous n'êtes pas au Maroc puisqu'il y a 9 km de mer qui nous séparent? Bon, ça a déjà été dit. C'est eux qui l'ont entendu. Donc ces questions géographiques sont très intéressantes parce qu'on voit qu'il y a un impensé. On ne sait pas. J'ai dit nous, le Maroc, on ne sait pas où on est. En vérité, on sait où on est, mais simplement qu'on a une situation qui fait qu'on est au centre d'aucune de nos aires d'appartenance. On n'est pas au centre de l'Afrique, on n'est pas au centre du monde musulman, on n'est pas au centre de l'Atlantique, etc. Ce qui fait qu'il y a un positionnement très particulier du Maroc. Et l'Europe, c'est la même question. L'Europe n'aura pas réglé ses problèmes tant qu'elle n'aura pas défini des frontières claires au projet européen. Et je dis projet européen pour ne pas dire Union européenne. Le projet européen, c'est plus grand que l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que le projet européen? Je crois que c'est 1 milliard de personnes qui sont coincées par 3 déserts. Le désert du Sahara, le désert de la péninsule arabique et les steppes russes. Et là, vous avez 1 milliard de personnes. Vous avez 500 millions d'Européens de l'Union européenne, un peu plus de 100 millions de Russes, 100 millions de Turcs, 100 millions d'Égyptiens et 100 millions de Maghrébins. Voilà. Et ces gens-là sont, par la géographie, par le climat, sont tenus à une communauté de destin. Et on retombe sur ce que je vous ai dit sur l'intégration économique comme troisième variable. Cette intégration économique, elle est inscrite dans la géographie. Donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous remercie vraiment. Merci, monsieur le ministre. Et pour clore cette série d'interventions, je vais demander à Myriam Araf, membre du réseau EMA, de venir afin de vous parler du prix de l'entrepreneur de l'année 2018. Je suis chargée. Bonsoir à tous. Je me présente, Myriam Araf, dirigeante de la société Mass Ingénierie et Communication. Je m'associe à mes amis du réseau EMA pour vous souhaiter la bienvenue à cette soirée placée sous le signe du partage. Cette année, pour la première fois, le réseau EMA a décidé de mettre en lumière une société strasbourgeoise, représentée ce soir par son créateur et dirigeant, M. Foued El Bouzani. Son agence de conseil, Vite de l'air, spécialisée en création, activation et développement de marques, a vu le jour en 2011 à Strasbourg. Suivi par l'ouverture d'une entité à Casablanca en 2016. Vite de l'air réalise aujourd'hui 2 millions de chiffres d'affaires,
dont 1,5 million au Maroc, venant de clients tels que les domaines agricoles, le label Maroc ou encore les chocolats Egbel. Vite de l'air accompagne leurs clients marocains dans leur communication au Maroc, mais aussi à l'international, et font bénéficier de leurs clients français de leur savoir-faire sur les territoires marocains. Vite de l'air est un nouveau modèle d'agence de communication à très forte culture opérationnelle et digitale. Elle est centrée sur la marque, la stratégie marketing et l'idée. Selon le magazine Les Échos, l'agence se classa en 2017 sur 500 entreprises, deuxième en Alsace, observant ainsi la plus grosse forte progression du chiffre d'affaires et effectif. Ce soir, nous souhaitons encourager et célébrer avec eux ses débuts prometteurs en remettant à son dirigeant, au nom du réseau Emma et de vous tous ce soir, un prix symbolique du mérite. Pour cela, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur le secrétaire d'État, chargé de l'investissement auprès du ministre de l'Industrie du Maroc, Monsieur Othman El Faddaous, et bien sûr Monsieur Foued El Bouzani. Je vous en prie. Je remets le Merci pour ce prix. Je voulais remercier le réseau EMA de me remettre ce prix-là de mérite. Et en fait, c'est pas moi qui le mérite. C'est plutôt les équipes qui ont travaillé, les équipes marocaines et les équipes françaises, qui ont réussi à créer un vrai pont entre le Grand Est, plus particulièrement l'Alsace, et le Maroc. Et je suis particulièrement fier d'eux parce que nous avons démarré à 2 personnes à Strasbourg, on en est arrivé à 15 personnes, et en 2016 on a créé la structure, la filiale à Casablanca, et aujourd'hui on est 10 personnes. Donc vraiment, ils ont réussi à travailler ensemble, ils travaillent ensemble au quotidien pour créer des campagnes de communication, non pas au Maroc, mais aussi plutôt à l'international, puisqu'on a travaillé en Russie, on a travaillé au Canada, on a réalisé la plus belle campagne, en tout cas on a eu un prix au Canada pour la communication sur le label Maroc, les clémentines du Maroc, qui sont les meilleures, je crois, en tout cas je pense, et en fait on a créé un label qui s'appelle Goûter le soleil, et la clémentine, c'est goûter le soleil, c'est le soleil du Maroc. Donc voilà, merci Mimoun de m'avoir donné l'occasion de parler et d'avoir ce prix du mérite. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à toutes pour votre attention, pour votre patience, pour votre bienveillance. Je vous invite maintenant à dîner et à échanger. Donc échangeons, communiquons, partageons. Les membres du réseau et moi-même sommes à votre disposition pour toute question et sommes à votre écoute. Bonne soirée à tous.